qui n'est pas noir. Curieusement, si, le premier jour, il y a eu un os, c'est un concessionnaire qui m'a dit « Monsieur Walraff, je vous reconnais ». C'était à Magdebourg, je me suis dit « Et merde, c'est foutu ». Il m'avait reconnu d'après ma voix. Heureusement, il connaissait mon travail, il soutenait mes initiatives et il m'a promis, juré, qu'il ne dirait rien et il a respecté sa promesse. Mais ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que même mes amis africains, j'ai vécu dans un foyer de demandeurs d'asile à Munich, j'étais l'un des leurs pour eux. Et après coup, il y a des gens qui n'ont pas apprécié mon travail. On m'a reproché, notamment dans la presse allemande, que je n'avais pas l'air d'un vrai noir. Mais alors, un vrai noir, ça ressemble à quoi? Et un vrai blanc, c'est quoi? Là aussi, il y a déjà une question de type raciste qui se cache là derrière. Mes amis du foyer des demandeurs d'asile, pour eux, j'étais l'un des leurs, parce qu'ils savent exactement qu'on est défini par sa couleur de peau, mais on est surtout défini par ce qu'on est. Bien, on va interroger Lilian Thuram. En voyant cette photo là-bas, vous auriez eu des doutes? Est-ce que vous y voyez vraiment un noir ou quelqu'un de maquillé? Ben écoutez, en regardant la photo, bien évidemment, vous voyez un noir, parce qu'en fait, un noir est jugé sur le fait qu'on n'est pas blanc. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est quand vous êtes métis, vous êtes même noir. Donc, bien sûr, sur cette photo, vous voyez quelqu'un qui est considéré comme noir. Nous avons vu différentes situations, par exemple, lorsque vous êtes dans cette fête, dans les jardins ouvriers, vous vous asseyez à la table, et mon sentiment, c'est que finalement, avec cette coiffure, ou peut-être parce qu'on connaît Günter Walraff, on connaît le personnage de Günter Walraff, enfin, ma question est la suivante. Vous étiez quand même un peu strange, hein? Pas simplement noir, jouant le rôle d'un noir, mais vous étiez un petit peu bizarre. Je ne sais pas, Lilian Thuram va nous dire ce qu'il en pense. Est-ce que vraiment les gens seraient comportés comme ça? Alors pour les cheveux, c'est un perruquier très connu qui les a réalisés, la perruque, et il fait, et je ne dirai pas de nom, il fait la perruque d'une vedette du spectacle allemand. Et donc c'est la même. D'ailleurs, dans le film, j'ai une chemise de type hawaïen. Alors on m'a reproché d'être trop voyant, on m'a dit qu'il faudrait t'habiller de façon plus tranquille. Mais c'est une chemise, d'ailleurs, très mode, d'un créateur de mode qu'on trouve à Milan, Londres et Paris. Et il y a des Allemands, mais aussi des Noirs qui aiment bien porter des trucs un peu bariolés. Alors, être identifié d'après un type de vêtements, c'est tout à fait dénonciateur, c'est caractéristique. En fait, j'étais très discret, peut-être que j'aurais dû être encore plus discret. Bon, mais si vous aviez eu la même apparence, mais sans être noir, en étant blanc, est-ce que les gens n'auraient pas eu la même réaction de vous regarder un peu bizarrement? Mais j'étais tout à fait normal quand je demandais du travail, quand je cherchais un logement. D'ailleurs, j'avais différents jobs. D'abord, j'étais un Allemand noir. J'ai toujours été comme je me comporte d'habitude. Je suis quelqu'un de réservé. Je ne suis pas Borat, le personnage du film avec lequel on m'a confondu, qui est un provocateur. D'ailleurs, j'avais l'air plutôt plus jeune, j'étais mieux qu'en vrai, j'avais pas les rides, j'étais maquillé. En fait, j'étais assez séduisant, on aurait dû être poli avec moi. En fait, on m'a défini qu'à travers ma couleur de peau, on ne m'a jugé qu'en fonction de ma couleur de peau. Et même ceux qui avaient une réaction positive, c'était toujours un peu condescendant. Mais comment t'as fait pour tellement bien parler l'allemand? Les Allemands, les Noirs germanophones, ils vivent ça tout le temps. Et puis le tutoiement, et le tutoiement aussi. Lilian Thuram, vous voyez un peu la même chose. Bon, les gens maintenant vous reconnaissent dans la rue, vous êtes une superstar du foot, mais vous avez eu une vie avant la célébrité, avant la renommée. Est-ce que les gens se mettent à vous tutoyer comme ça et manquent de respect? Tout d'abord, ça dépend des personnes. Bien sûr, il y a des gens qui vont, je dirais, vous tutoyer plus facilement, ou vous regarder avec un regard hautain. Ou bien, je me souviens très bien, un jour, j'étais joueur de foot, mais j'étais pas très connu, et j'allais dans un magasin de luxe. Et donc, je suis rentré, et donc, on m'a arrêté juste à la rentrée, on m'a dit, c'est pourquoi? Et donc, je leur ai dit, c'est pour acheter du pain. Et alors que nous étions dans un magasin de vêtements de luxe, parce que c'était une question stupide. C'était une évidence que je venais dans le magasin pour acheter. Et donc, je crois qu'il y a des situations assez ambiguës, ou bien quand j'étais très jeune, dès que nous rentrions dans le magasin, eh bien, nous étions suivis. Parce que si vous rentrez dans le magasin, évidemment, vous allez voler. Parce que on sait très bien que les Noirs volent.
Et je crois que c'est inscrit dans l'inconscient collectif qu'il y a certaines personnes qui sont négatives et on vous juge sur la couleur de votre peau, malheureusement. Vous avez vu le film de Günther Wallraff. Cela vous paraît crédible? Si ça me paraît crédible, mais écoutez, on peut en douter si vous n'avez jamais vécu dans la peau d'un noir comme il a fait. Moi, ça ne me choque pas parce que je sais que ça existe. Et je crois que c'est la vraie difficulté à expliquer aux personnes qui ne sont pas racistes que c'est la réalité. Et d'ailleurs, je crois que ça interpelle la société. Donc c'est pour ça que la société a du mal à accepter de se regarder en face. Parce que nous vivons dans une société, malheureusement, où l'imaginaire porte à avoir des jugements négatifs sur les personnes de couleur noire. Mais je dirais que c'est le fruit de notre histoire, le fruit de notre conditionnement. Et c'est la réalité, malheureusement, c'est comme ça. Comment vous vous êtes senti dans la peau d'un noir, en quelque sorte, dans cette optique? J'ai toujours eu le besoin, face à des privilèges qui m'ont été donnés en partage, de mieux connaître la société dans laquelle je vis. Et quand on appartient à une minorité, on vit une autre société. Et ça, c'était un choc pour moi. Après quelques semaines, j'ai commencé à faire un peu de dépression. J'avais plus le moral. Pour la première fois, après quelques semaines, j'ai commencé à faire des cauchemars où j'étais noir dans mon cauchemar. Et j'ai commencé à avoir peur aussi. Il y avait des situations où j'étais menacé, pas seulement avec les supporters de foot. Il y avait 600 supporters déchaînés qui ont failli me faire la peau. En fait, il y avait une jeune femme policier. Bon, enfin, même un blanc peut avoir des difficultés. Oui, bah, pas tellement, parce qu'il y avait des blancs dans le train et on les agressait pas, on les menaçait pas non plus comme moi. Donc, je trouve que la façon dont on est perçu, bien sûr, les médias jouent un rôle. Les médias, par exemple, répandent uniquement des exemples négatifs. Moi-même, j'étais plein de préjugés. Moi, je me disais aussi que les Noirs, ils fumaient des pétards tout le temps, par exemple. En fait, c'est pas vrai. Même dans les milieux d'artistes que je fréquente de temps à autre, c'est vrai que là, il y a toujours un pétard qui tourne. Mais en fait, pour les demandeurs d'asile, par exemple, ils ont très peur d'être renvoyés, reconduits à la frontière, donc ils ne fument pas. Il y a plein de stéréotypes, plein de clichés qui sont dans les esprits. Et en plus, il y a une espèce de racisme latent. Et ça, d'ailleurs, c'est ce que mon rôle essaye de dénoncer. Quand je suis blanc, quand j'arrive dans une manifestation, il y a beaucoup de personnes âgées qui réagissent comme elles le font. Par exemple, la propriétaire de l'appartement, le gérant du camping. Mais quand c'est moi qui arrive en tant que blanc, et je leur dis, voilà comment vous êtes conduit, ça les amène à se remettre en question. Ils se questionnent, et j'ai eu beaucoup de lettres, par exemple, beaucoup de réactions du fait du rôle que j'ai interprété, de personnes qui ont changé. Alors, bien sûr, ce sont des exemples que vous avez choisis, qui sont un petit peu extrêmes. Lorsque vous allez dans ce club cynophile ou bien sur le terrain de camping. Oui, mais attention, c'était une société cynophile avec des chiens de police. Et donc, ces petites scènes, enfin, j'y suis retourné après. Mais moi, je dis, j'ai été attaqué par des skins. Est-ce que vous pouvez accueillir mon chien? Et on m'a dit, non, pas de blague ici. Au contraire, nous, on entraîne nos chiens pour qu'ils attaquent les Noirs. Alors, encore un mot là-dessus. Je pense que vous avez tourné beaucoup de situations qui n'ont pas été reprises dans le film. Donc, au bout du compte, il y a un reportage, mais quand même avec un certain montage. Ça a duré à peu près 1 an. Est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que vous avez vécu? Il n'y a qu'un exemple positif, c'est tout. Non, pas du tout. Il y a plusieurs exemples positifs. Dans le restaurant Bavière, là, quelqu'un a pris ma défense. Je m'étais fait agresser et quelqu'un a pris ma défense. D'ailleurs, il est apparu que c'était un étranger après. Il s'est identifié à ce que je vivais. Lui-même, il avait le même vécu. Non, il y a eu toute une série d'exemples positifs. Mais il y a eu beaucoup plus de cas négatifs que positifs. C'est ce que reflète le film. Le film aurait été beaucoup plus long si on avait relaté tous les cas précis. Mais ça ne veut pas dire que la majorité des Allemands est raciste. Simplement. Disons, il y a ceux qui sont racistes. 25% à peu près, d'après les sondages, ils sont activement racistes. La majorité, simplement, refuse d'exprimer le racisme. Et c'est le racisme latent. On ne prend pas la défense de quelqu'un qui est agressé, faute de courage ou par peur de se faire tabasser soi-même. Lilian Thuram, vous pensez que la situation est comparable en France? Est-ce que finalement, ce film, on aurait pu le tourner à l'identique en France? Il y a ce racisme sous-jacent, là.
Ben écoutez, malheureusement, bien sûr qu'on aurait pu faire le même film en France, en Italie, en Suède, parce que je pense que la problématique sur la couleur de peau est la même un peu partout. Encore une fois, il ne faut pas s'étonner de cette situation, parce que de génération en génération, on a hiérarchisé les gens par la couleur de la peau. Nous sommes des enfants de la génération des scientifiques qui ont prétendu qu'il y avait plusieurs races et que la race blanche était supérieure, que la race noire était inférieure. Quand vous prenez le discours de Gobineau sur la classification des races, vous avez tout compris. Et étant donné qu'en ce laps de temps, nous n'avons jamais déconstruit cette idéologie, ben cette idéologie existe. Et je crois qu'encore une fois, nous avons du mal à voir notre société comme elle est. Parce que dire qu'il y a des gens qui ne sont pas racistes, je pense que c'est la réalité. Mais encore une fois, si nous voulons une société plus juste, il faut regarder ce qui ne va pas. Il faut regarder où sont les injustices. Et il y a des gens qui sont injustes en jugeant les gens sur la couleur de leur peau. Et comme je vous dis, malheureusement, c'est quelque chose qui est mondial. Et il faut savoir que la colonisation a été basée sur une différence de race, une race qui serait supérieure à la race blanche. Notamment, l'Allemagne, le nazisme, c'est une idéologie raciste où est-ce qu'il y avait une race aryenne. Je crois que de génération en génération, nous sommes dans cette réalité et il y a cette problématique de couleur de peau. Et ça se voit dans le film très, très rapidement. Et on voit que c'est de l'ordre de l'émotionnel. C'est de l'émotion, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas. Il y a la peur. Et je crois que c'est ça qui est très dangereux. Mais vous avez été membre de l'équipe de France, des Bleus, champions du monde, que nous avons admirés, vus de l'étranger aussi, pour qui nous avons eu beaucoup de sympathie, parce que c'était une équipe très métissée. Alors il n'y a guère que les Néerlandais qui avaient une équipe nationale aussi multiculturelle. Est-ce que ça n'a pas eu un effet positif à long terme dans la société française? C'est une évidence que ça a eu un impact positif. Je crois que les jeunes qui ont vécu cette Coupe du Monde n'auront pas les mêmes préjugés parce que leur imaginaire sera enrichi par cette équipe. Mais je crois qu'encore une fois, il faut différencier les choses. C'est pas parce que nous disons que le racisme existe dans nos sociétés que nous ne vivons pas aussi dans une société multiculturelle où il n'y a pas de plus en plus de couples mixtes. Je crois que souvent on oppose les choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est très bien d'observer qu'il y a du racisme pour justement essayer d'éduquer la société pour dépasser ces problématiques de couleur de peau. Je pense que la pire des choses, c'est nier les choses. Dire qu'il n'y a pas de racisme dans nos sociétés, eh ben, c'est un mensonge. Alors, il y a un exemple que je voudrais vous montrer. C'est un jeune homme, un lycéen, qui finalement finit par se prendre pour un étranger. Je m'appelle Marvin Johnson, j'ai 19 ans. En ce moment, je suis en train de préparer le bac au lycée Werner Heisenberg. Dans mon ancienne école, j'ai subi pas mal de discrimination, de la part de mon prof de physique surtout. Par exemple, il m'appelait Perle Noire ou Boy. Au début, ça déclenchait un éclat de rire général. Et moi, j'étais mort de honte. Mais après, les autres élèves se sont rendus compte que c'était pas correct. Alors ils m'ont soutenu et ils ont refusé que ça continue comme ça. En ce qui concerne mon nouveau lycée, j'ai aussi une anecdote. Ça s'est passé juste après l'élection d'Obama. Un des profs a dit qu'Obama avait juste été élu président parce qu'il avait su faire preuve de la même tournure d'esprit qu'un blanc. C'était un noir, mais capable de penser comme un blanc. Et c'est grâce à ça qu'il avait pu devenir président des États-Unis. Évidemment, on a contesté. Et là-dessus, il nous a demandé de lui citer un noir lauréat du prix Nobel. Un gars que je connaissais m'a insulté. Il m'a traité de nègre en pleine rue. Ça ne m'a pas plu. Je lui ai demandé d'arrêter. Mais il a continué. Il n'a rien voulu savoir.
Du coup, je lui ai dit que je voulais avoir une explication avec lui, parce que je ne pouvais pas laisser passer ça. Il a accepté qu'on se voie pour s'expliquer. Mais il est venu au rendez-vous avec une batte de baseball. Il a bien dû me donner une 50aine de coups. Il m'a frappé notamment ici, au menton, où j'ai encore une cicatrice. Franchement, j'étais bon pour l'hosto. Il a fini par arrêter quand quelqu'un l'a interpellé. Côté filles, ça raconte que les Noirs ont un sexe plus grand que la moyenne. Enfin, toujours ce genre de remarques racistes qui sont totalement débiles. Au club de foot, j'ai aussi entendu des trucs comme « En fait, t'es pas si foncé que ça. On ne peut pas dire que tu sois noir. T'es un métis. Du coup, tu es des nôtres. » Et moi, je me suis dit « Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui, je suis des vôtres. Parce que ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Le foot, c'est un sport d'équipe. Et la couleur de peau, ce genre de choses, ça n'a rien à voir là-dedans. Et cette phrase « Tu es des nôtres », je ne suis pas des vôtres juste parce que je suis noir ? Ce qui est assez frappant, c'est que la plupart de mes copains sont noirs, ou entre guillemets étrangers. Tout ça parce qu'on ne se sent pas vraiment accepté par les Allemands. On ne se sent pas intégré, mais plutôt exclu. Du coup, on se crée son propre réseau de copains. Avec le temps, je finis par me sentir étranger malgré mon passeport allemand. Mais je me sens quand même allemand parce que j'ai toujours vécu ici. La société a fait de moi un étranger, alors que je n'en suis pas un. Sourire amer de ce jeune homme, Günter Wallraff. C'est vous qui avez fait cette interview. Il est très courageux, le petit, parce que c'est l'un de ses enseignants qu'il dénonce, parce que cet enseignant va lui donner des notes, et pour l'instant, il est mal noté. Et je trouve que c'est une question d'éducation. Le racisme, il n'est pas présent chez les enfants. Les enfants, jusqu'à l'âge de 3-4 ans, d'ailleurs, tous les comportementalistes le disent, ne perçoivent pas la couleur de la peau. Ce n'est pas un critère. Ils n'y sont pas sensibles. Ma fille, la plus jeune, elle parlait toujours de sa meilleure amie, et quand on l'a vue, quelques mois après, c'était une petite fille noire, elle avait 3 ans. Elle ne voyait pas la couleur. Or, toute la discussion sur le livre de Thilo Sarrazin, c'est un débat de type biologiste. En fait, il dit que c'est la biologie qui expliquerait les différences entre personnes de la race humaine. Pendant 20 ans, il y a eu un enseignant dans une école de journalistes en Allemagne qui diffusait un enseignement type purement raciste. Il disait textuellement « les nègres sont moins intelligents que les blancs parce que, en fait, ils sont surtout formés pour être physiquement forts. » Et il dit le paysan du Nord, autrefois, il épousait toujours la fille la plus forte du village. Comme ça, il y a eu un effet de sélection naturelle et les plus faibles ont été éliminés, etc. etc. Oui, mais ça, c'est présent dans les têtes, ce genre de discours. Merci, Günter Wallraff. Lilian Thuram, vous avez 3 enfants. Qu'est-ce que vous voyez chez vos enfants? Est-ce que vos enfants se sentent exclus? Bon, ils sont certes les enfants de quelqu'un de célèbre, mais comment observez-vous leur évolution? Tout d'abord, mes enfants sont très protégés parce que j'ai la chance de vivre dans un milieu social élevé. Mais par contre, ils ne sont pas, je dirais, exclus par les préjugés. Eux-mêmes subissent des préjugés. D'ailleurs, parce que parfois ils sortent de l'école, ils viennent me raconter. Il y a cette scène qui explique que les mathématiques étaient plus difficiles pour lui parce qu'il était noir. Donc, bien évidemment, encore une fois, on voit le préjugé, c'est-à-dire que l'intellect noir ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire, autant, on va dire, les noirs sont très forts physiquement, ils sont très bons en sport, mais quand on dit qu'ils sont très bons en sport, ça veut dire qu'intellectuellement, ils sont moindres, parce qu'on vit dans une société quand même où on sépare le corps et l'esprit. Donc on voit que même des enfants de 11 intégrer ces préjugés. Et je reviens sur les préjugés de couleur de peau. Je me souviens très bien, je vivais en Italie et mon fils avait 5 ans à l'époque. Et je lui dis, mais tu es le seul noir de ta classe? Et lui me dit, mais papa, je ne suis pas noir.
Et donc je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur? Et il me dit, mais ils sont roses. Et donc on voit bien que ce sont nous, les adultes, qui mettent en place les couleurs de peau. C'est-à-dire c'est une construction intellectuelle. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui regarderait la télé dirait que je suis noir et que vous êtes blanc. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je pense que si on vous regarde bien, vous n'êtes pas blanc. Et moi, si on me regarde bien, on n'est pas noir. Donc on voit que le racisme, avant tout, c'est une construction intellectuelle. C'est une façon de voir les choses. Si vous vous dites que les noirs sont moins intelligents, si on vous éduque comme ça, vous allez le penser. Et de façon inconsciente. Et le jour que vous aurez une personne de couleur noire en face de vous, eh bien, vous allez mettre en doute ses capacités intellectuelles parce que depuis petit, on vous a éduqué comme ça. Et donc, c'est pour ça que je parle d'éducation pour changer l'imaginaire des gens. Okay, dann ist die Frage jetzt, was tun wir dagegen? Que faire? Que faire? Donc, vous avez créé votre fondation, Éducation contre le racisme. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Ben, tout d'abord, je dirais qu'on dit simplement une chose qui est toute simple. C'est qu'on ne naît pas raciste, on le devient. Et donc, comment on le devient? Par l'éducation qu'on peut avoir, que ce soit à l'école, que ce soit au sein de la famille, que ce soit nos religions qui nous incitent à penser que l'autre est différent. Je dirais une chose simple. Par exemple, on prend cette idée que Christophe Colomb aurait découvert les Amériques. Nous sommes en 2011 et pourtant on pourrait dire tout simplement que Christophe Colomb a atteint l'Amérique. Parce que quand on dit Christophe Colomb découvre l'Amérique, ça veut dire qu'on nie l'humanité des gens qui étaient en place. Et je crois que c'est des choses toutes simples. Et c'est partir de l'éducation. Et vous allez voir que le racisme, avant tout, c'est un complexe de supériorité. Je suis supérieur à toi parce que je suis blanc. Mais ce sont les scientifiques du 19e siècle qui ont mis ces choses en place et qui l'ont ancré dans notre société. Et donc, justement, avec la Fondation, nous faisons tout un discours pour déconstruire le racisme, pour expliquer le racisme, pour donner de la compréhension aux choses. Parce que nous vivons dans une société où est-ce qu'il y a des croyances qui sont vraiment ancrées. Par exemple, la croyance que les Noirs sont plus forts en sport. On peut voir que c'est une nouveauté. Par exemple, en Allemagne, en 1936, aux Jeux Olympiques, Jesse Owens gagne le 100 mètres. Et ça a été une surprise pour tout le monde. Yeah. Et donc, si ça a été une surprise pour tout le monde, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas ces préjugés. Et donc, aujourd'hui, on veut faire croire que les Noirs seraient plus forts en sport. Encore une fois, tout peut être déconstruit, expliqué par l'histoire, de génération en génération, comment ça s'est mis en place. Et donc, avec l'outil pédagogique, c'est ce qu'on essaie de faire. Vous êtes l'auteur d'un livre, Mes étoiles noires, de Lucie à Obama. Günther Wallraff, vous pensez que l'éducation, c'est la solution, mais il faut aussi un petit peu regarder vers l'avenir, parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus ce patron du camping ou autre. Il faut vraiment faire porter l'effort sur les enfants dès la maternelle. Et c'est là qu'il faudra mettre le paquet, les meilleurs pédagogues, les meilleurs enseignants. Peut-être qu'il faudrait même créer une obligation, là où les enfants grandissent ensemble, de les mélanger, religions, races différentes. En fait, ces problèmes n'existent pas pour les enfants. D'ailleurs, un scientifique, le professeur Pfeiffer, a étudié le phénomène pendant des décennies et il a dit, en fait, après, quand on part du même niveau, les chances au niveau du parcours scolaire sont les mêmes, il n'y a pas de violence non plus. Malheureusement, on n'en est pas là pour l'instant. On crée pour l'instant des sociétés parallèles. Nous vivons presque dans une société de caste. C'est ce que dit le lycéen qu'on interviewe, c'est triste. Il dit, j'ai fini par me sentir étranger en Allemagne, alors je suis allemand. On a fait de lui un étranger. Et c'est ce que fabrique notre société. Il y a des sociétés parallèles, des univers qui se côtoient, celui des gens privilégiés qui restent entre eux, leurs propres codes, leurs propres rituels, et ensuite l'univers de ceux qui sont pauvres et qui le restent. Donc ce sont les gens issus de l'immigration, en règle générale, ce sont les gens qui ont une autre couleur de peau en général, et on est enfermé là-dedans. Et dans notre société, il faut vraiment qu'on remette tout à plat et qu'on recommence à zéro. Dans les maternelles, dans les jardins d'enfants, dans les écoles, il faut travailler pour faire apparaître une société nouvelle. La mondialisation, c'est une opportunité, c'est un avantage. Il n'y a pas que des inconvénients dans la mondialisation. Le monde devient plus divers, la diversité s'accroît. Nous sommes une seule communauté sur la planète. Et les différences qui subsistent ou qui semblent subsister, ça fera sourire dans 100 ans. On se dira, mon Dieu, mais c'était complètement préhistorique, c'était complètement ridicule.
Vous partagez cet optimisme? Écoutez, je pense que, bien sûr, les choses vont aller en s'améliorant, mais je crois qu'il faut vraiment passer par l'éducation. Par exemple, si vous prenez la société française, il faut savoir que 80% de la population, la première fois qu'ils entendent parler de l'histoire des populations noires, c'est par le biais de l'esclavage. Donc si vous commencez par le biais de l'esclavage, de façon inconsciente, il y a des choses qui se mettent en place. Et je crois que c'est là qu'il faut intervenir et essayer de comprendre que toutes les sociétés, ce sont des constructions de personnes qui arrivent à un moment donné. Parce que je crois qu'aussi, il y a quelque chose de très réel dans le racisme et très fort, c'est que certaines personnes pensent qu'il y a une certaine pureté allemande, une pureté française, et justement, c'est ça qui est dangereux, parce que tous ceux qui ne sont pas blancs ne font pas partie de la société française ou allemande, et donc il faut les chasser, et quelque part, ils vont nous tirer vers le bas. Et je crois que c'est contre ça qu'il faut combattre, et surtout, il faut combattre en emmenant le décentrement, c'est-à-dire ne pas penser que vous êtes le centre du monde, et essayer de regarder ce qui se passe autour de vous, et qui va vous enrichir. Merci beaucoup, Lilian Thuram. Vous en êtes l'exemple vivant. Merci, Günther Wallraff, de vous être mis dans ce rôle très inconfortable. C'était marrant quand même. Vous êtes en train de préparer vos prochaines enquêtes.